Ils ont des racines et une détermination qui les porte. Ces ultramarins vont nous partager leurs doutes, leurs réussites et leur vie depuis qu'ils ont quitté leur terre natale pour l'Hexagone. Ils nous expliqueront comment ils ont réussi à conserver leur identité en étant à des milliers de kilomètres de chez eux. Je suis Ina Notali, je suis originaire de Wallis et Futuna et je vous donne rendez-vous dans Mon Horizon, le podcast qui part à la rencontre d'ultramarins inspirants. Bonjour à tous, bonjour Gaël. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mon Horizon, mais surtout de t'accueillir, Gaël, le premier réunionnais de la saison Mon Horizon. Ravi d'être avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va commencer par une petite présentation, puisque tu as un sacré palmarès qui n'est quand même pas à négliger. Tu as été champion paralympique de cécifoot avec l'équipe de France en 2024, et tu as aussi été élu en décembre dernier, donc en 2024 aussi, président de la Fédération française de handisport. Et en plus de ça, tu travailles et tu es avocat d'affaires, c'est ça? Exactement. Ok. Ça fait des longues journées. Alors, on va commencer par le tout début. Raconte-moi un petit peu. Donc, je disais tout à l'heure que tu es d'origine réunionnaise. Des deux parents, tu es né là-bas? Oui, je suis né à La Réunion de deux parents réunionnais qui eux-mêmes viennent de deux familles réunionnaises. J'ai fait toute mon enfance à La Réunion dans un petit village qui s'appelle Sainte-Anne, petit village de quelques milliers d'habitants, très vert comme paysage et une enfance très très heureuse, très proche de la nature et très proche très tôt d'un ballon de foot puisque effectivement j'ai l'habitude de dire que je suis un enfant de 98. J'avais 9 ans quand la France a gagné la Coupe du Monde. Et donc, j'ai commencé à jouer au foot à La Réunion en mettant le ballon dans un sac plastique pour qu'il fasse du bruit. Pas très écolo, mais ça marchait bien quand même. Et puis, j'ai été amené à quitter La Réunion pour aller faire mes études en métropole, mon lycée plus exactement. Mais mes parents, eux, sont restés à La Réunion. Et donc, c'est un territoire avec lequel je suis en contact permanent puisque l'essentiel de ma famille y habite toujours. Ok, d'accord. Donc, dès le début, tu as été quand même super ingénieux de vouloir mettre le ballon dans un sac plastique pour jouer au foot. C'est le génie des enfants, c'est que souvent on ne se pose pas tellement la question en termes d'inclusion, d'intégration, mais on se dit simplement comment on peut faire pour s'amuser ensemble. Et donc on est conduit à imaginer des petits stratagèmes qui fonctionnent assez bien. Et c'est assez étonnant parce que en discutant avec d'autres joueurs d'autres pays, de Brésiliens et même des Français, j'ai découvert qu'on était très nombreux en réalité à avoir eu cette idée d'utiliser les sacs plastiques pour que le ballon fasse du bruit. Donc c'est assez drôle de voir que des petits stratagèmes comme ça ont pu être partagés à des milliers de kilomètres à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore et donc on n'avait pas les informations de la même manière. Et donc, le foot, c'est une passion qui vient exclusivement de la Coupe du Monde 98 ou c'est les parents, les frères et sœurs peut-être? Pas trop, la famille était pas... Mon père un peu évidemment, mais j'ai du souvenir avec mon père d'avoir suivi les matchs de la Coupe du Monde, les matchs de l'équipe de France. Mais pas une famille spécialement ni de sportifs ni de footballeurs. On n'allait pas au stade, Mais par contre, moi, très tôt, je suivais le championnat de la Réunion en écoutant à la radio. Je suivais les matchs de la Monaco dans sa grande époque, en regardant la télé avec le décalage horaire. Donc, je faisais des nuits qui enchantaient pas beaucoup ma mère, mais elle était assez conciliante. Et donc, oui, très, très tôt, je ne sais pas tellement d'où ça me vient. Je crois que c'est le hasard, la rencontre entre ce moment d'émotion un peu intense de la Coupe du Monde et moi, gamin qui regardait ça avec des yeux émerveillés, si je puis dire. Et donc, forcément, ça laisse des traces, des bonnes traces, mais ça laisse des traces. D'accord. Donc, l'enfance en dehors du foot, comment elle se passe? Est-ce que tu dirais que c'est plutôt une enfance normale, entre guillemets? Oui, alors moi je suis donc non-voyant de naissance, le seul de la famille, donc je me permets de le dire parce que je sais que c'est évidemment difficile pour tout parent de découvrir qu'il a un enfant déficient visuel, mais en particulier dans les territoires ultramarins, dans les années 90, il y avait une méconnaissance des situations de handicap et a fortiori une méconnaissance de ce qu'on pouvait faire en dépit de la situation de handicap. Et donc, mes parents, ma mère surtout, pendant les 6 premiers mois de mon existence, étaient dans le questionnement de se dire
que vais-je pouvoir faire de cet enfant? Voilà, grosso modo, hein, je le dis de manière un peu brusque, mais je crois que ça traduit assez l'état un peu de sidération et de stupéfaction dans lequel mes parents sont trouvés. Et assez vite, ils sont basculés dans un autre mode qui m'a beaucoup été utile, c'est qu'ils se sont dit, eh bien, on va le laisser faire, la même chose qu'on laisserait faire nos autres enfants. J'ai des frères et sœurs. Et donc, mes parents m'ont beaucoup laissé expérimenter, faire du vélo, jouer au foot, faire de la randonnée, apprendre à nager, etc. Plein de choses. Et m'ont laissé aussi tomber. C'est-à-dire que on peut être effrayé de se dire un enfant en situation de handicap qui tombe. Pour beaucoup de gens, c'est une source de terreur. Alors que, bah, moi, quand je faisais du vélo, évidemment, ça m'arrivait de tomber, mais pas plus que mes copains qui voyaient. C'est le lot des enfants que d'apprendre en tombant, et c'est important aussi que les enfants en situation de handicap fassent cet apprentissage. Donc voilà, cette enfance plutôt heureuse, plutôt guidée par mes parents avec cette idée de me laisser expérimenter, me laisser faire, et euh, également une importance aux études très tôt, parce que mes parents eux-mêmes n'ont pas fait d'études, plutôt milieu modeste. Mon père était ouvrier, ma mère employée de mairie. Et en revanche, l'importance de l'école, l'importance de l'éducation jouait un rôle assez important chez nous. Ma mère surtout, était très attentive à ce qu'on ait des bons résultats scolaires. Donc ça occupait aussi évidemment une part importante, même si comme tous les enfants, on essayait de jouer plus que d'apprendre. Mais voilà, maman veillait au grain, comme on pourrait dire. Et alors, tu étais un bon élève à l'école? J'étais plutôt. Alors, je me suis découvert être un bon élève au collège. J'ai fait mon primaire dans une école spécialisée, hein, ce qu'on appelle. On appelle ainsi les écoles dans lesquelles qui accueillent exclusivement des personnes déficientes visuelles pour leur apprendre le braille, l'autonomie, à se déplacer avec une canne, etc. Et évidemment, avoir des professeurs spécialisés qui leur enseignent le reste des matières. Et au collège, je suis allé dans un milieu ordinaire, et euh, l'anecdote veut que à la veille d'entrer au collège, mes professeurs spécialisés de cette école me disaient, bon, on préfère que tu redoubles parce qu'on pense que tu n'es pas prêt à aller dans le milieu ordinaire. À cette époque, il y a une vingtaine d'années, euh, il y avait une inquiétude pour intégrer des personnes en situation de handicap, notamment visuel, dans des écoles ordinaires. Et au final, on a réussi à les persuader que c'était pas nécessaire que je redouble. Et il se trouve que je finissais premier de la classe ou deuxième de la classe en arrivant dans ma première année de collège. Et donc, j'ai découvert moi-même, ce que j'ignorais, que j'étais un bon élève. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est à cette période-là, à peu près fin collège, que tu quittes l'Hexagone, si je me trompe Et- pas. ouais, je quitte la Réunion pour l'Hexagone à la fin de ma troisième, avec, non pas contraint, je sais que beaucoup de mes compatriotes réunionnais, ultramarins, vivent assez douloureusement l'expatriation, si je puis dire, en tout cas le départ pour la métropole, parce qu'ils y sont contraints. Moi, c'était vraiment une volonté. J'avais à cette époque une curiosité, celle de la conviction que l'attachement à mon île pouvait se concilier avec l'envie de découvrir autre chose, et qu'on peut-être parfois on aime encore mieux son territoire d'origine quand on en est éloigné. En tout cas, on apprécie peut-être encore davantage les vertus de ce territoire quand on en est un peu privé. Et donc, moi, j'avais envie de découvrir une autre manière de vivre, une autre manière de percevoir le monde, peut-être. Et puis aussi, euh, Paris, quand on a grandi dans un petit village de la Réunion, c'est un peu quelque chose qu'on a envie de découvrir. Et donc, c'était un vrai souhait de ma part d'aller en métropole. J'ai trouvé le prétexte des études en disant que ce serait évidemment euh, plus facile de suivre des études en étant suivi par en étant dans des écoles qui avaient l'habitude d'accompagner des personnes déficientes visuelles au niveau secondaire. Mais c'était surtout pour cette découverte, et aussi pour commencer à jouer au cécifoot, parce que j'avais découvert que cette discipline existait. Et donc,
c'était l'opportunité aussi que je m'offrais de pouvoir commencer cette, entre guillemets, carrière dans le sport, dans le cécifoot en particulier. Et alors, comment ça se passe quand tu annonces à tes parents que tu veux partir? Alors j'ai un peu préparé le terrain de longue date parce qu'en réalité c'est un projet qui était un peu plus ancien que le collège. Je voulais déjà partir l'année d'avant et ma mère m'a dit non, t'es un peu trop jeune, attendons. Et puis ensuite en troisième, en réalité, une fois qu'on avait déjà posé ces jalons-là, la question n'était plus tellement de savoir s'ils étaient d'accord pour que j'y aille, mais comment on allait créer les conditions pour que je puisse partir. Et mes parents ont toujours eu ce positionnement, j'en parlais tout à l'heure, qui est euh, de me faire confiance et de m'accompagner dans ces choix, même si évidemment c'est quelque chose de très compliqué que de laisser son fils quand il a 14 15 ans aller en métropole à 13 000 km, alors même que il y a un degré d'autonomie, non pas dans la vie courante, non pas lié au handicap, mais d'autonomie d'un enfant, d'un adolescent qui est qui est sous la, comment dire, sous le regard et les attentions quotidiennes de sa maman. Évidemment, voilà, c'est un saut un peu dans l'inconnu, mais ils ont toujours eu cette envie de m'accompagner et de dire bon bah faisons lui confiance dans les choix qu'il a envie de faire et essayons d'être facilitateurs. Et c'est plutôt ce qui a été fait. Ma mère est venue en métropole rencontrer, aller visiter l'école dans laquelle j'allais étudier, elle est allée rencontrer la famille d'accueil dans laquelle j'étais le week-end, etc. Donc mes parents étaient un soutien en réalité dans ce projet-là. Donc elle a quand même pu, se rassurer un petit peu parce qu'elle est venue avec toi, de ce que je comprends, pour, ton arrivée ici? Ouais, elle est venue les premières semaines au début, et puis évidemment elle est venue se rassurer et puis aussi bah, organiser les choses parce que l'adolescent que j'étais voyait les choses de manière très simple. Il y avait évidemment toute une logistique derrière à mettre en place et au-delà de l'intention que j'avais, il fallait aussi voilà créer, faire les dossiers, organiser les choses pour que ça se passe de manière la plus fluide possible. Et puis c'est surtout que je pense qu'à cet âge-là, quand on est adolescent, on voit pas trop, comme tu disais, la logistique. C'est plus, Exactement. on est excité de partir, on veut partir tout de suite et il y avait pas un peu de peur quand même, un peu d'appréhension avant de Il venir? y avait évidemment un peu d'appréhension quand on prend l'avion, on se dit bon bah maintenant c'est sérieux et on sait qu'on va revenir chez soi que dans 3 4 5 mois. Il y a un peu d'appréhension, mais il y a un peu de l'enthousiasme et sœur de l'appréhension, si je puis dire. C'est-à-dire que dans tout projet très enthousiasmant, dans le sport notamment, avant de jouer une finale, eh bien, il y a autant d'enthousiasme que d'inquiétude, et ça fait partie c'est les deux faces d'une même pièce, si je puis dire. Et donc tu vas là-bas pour faire quoi comme école? Alors je suis donc, je rentre au lycée et je suis à l'Institut national des jeunes aveugles. Je suis interne dans cette école et en parallèle, enfin pas en parallèle, je suis interne dans cette école et je suis scolarisé au lycée Buffon, qui est un lycée du 15e arrondissement. Et donc je fais des études scientifiques, enfin un bac scientifique. C'était une époque où quand on était un élève correct, tout le monde nous disait de faire un bac S, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un bac scientifique. Et alors ça te plaît? Ça m'a plu. J'ai ensuite fait à la fac une première année de maths informatique et j'ai découvert le droit à cette occasion, une petite matière, une option. Et ça m'a énormément plu et donc je me suis réorienté. J'adore les sciences, mais je me voyais pas en faire mon métier. Alors c'était plus un objet de curiosité. Je me voyais pas en faire de manière quotidienne toute une journée. Et alors que le droit me plaisait beaucoup. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis retourné à La Réunion là, il y a quelques mois, on a ressorti un article d'une interview que j'avais fait quand j'avais 13 14 ans, et dans laquelle je disais que je voulais être avocat quand je serais plus grand. Donc j'avais complètement oublié ce souhait-là. Ma mère me disait toujours, quand tu étais petit, tu disais que tu voulais être avocat. Et moi, je lui disais, mais ça, c'est un truc que toi, tu as reconstruit. Je crois jamais avoir dit ça. Et en fait, elle avait raison. Je l'avais effectivement dit à un moment. D'accord. Et alors quand tu es arrivée ici, comment ça s'est passé? Plus,
culturellement parlant? J'ai jamais, peut-être une divergence avec beaucoup de Réunionnais et d'Ultramarins avec qui j'échange. Moi, j'ai jamais ressenti un gap culturel ou une difficulté d'intégration. Je sais pas si c'est lié à un tempérament de ma part ou, bah, en gros, quand il y a des choses où je retiens que ce qui me va bien et tout ce qui est contrariété ou tout ce qui est regard discriminant ou autre, en fait, ça me glisse dessus, je m'en rends même pas compte. C'est possible que ce soit un peu ça. Mais en tout cas, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Il se trouve que comme je suis arrivé un peu jeune, j'ai perdu un petit peu l'accent, cette teinte qui colorerait ma manière de parler de mes racines réunionnaises. Donc, j'ai jamais eu un sentiment d'acculturation difficile. Je baignais déjà beaucoup dans une perspective très métropolitaine. J'écoutais beaucoup les radios nationales, je lisais beaucoup déjà les journaux. Donc j'étais... Et par ailleurs, toujours un pied à La Réunion parce que ben, mes parents, je les appelle tous les jours, on parle en créole quand on se parle, etc. Donc, j'ai jamais eu de difficulté à avoir ces deux pieds totalement dans chacun des territoires dans lesquels j'existais, sans jamais avoir le sentiment de ne pas être à ma place à un endroit ou à un autre. Voilà. Moi, de manière générale, j'ai toujours plutôt eu, sans être excessif, mais j'ai toujours eu cette manière de voir de dire euh, la place, on se la crée en réalité. Donc, bon, bah, moi, si je suis à un endroit, j'estime être à ma place et ceux qui estiment le contraire s'arrangent avec eux-mêmes. Mais voilà, moi, ça me dérange pas trop. D'accord. Et alors, de ce que tu me disais, tu appelles ou tu appelais tes parents tous les jours, donc tu t'es toujours senti aussi soutenu une fois arrivé dans l'Hexagone? Oui, toujours. Ce qu'il faut dire également, c'est que ma sœur, elle qui a 3 ans de plus, était venue faire son école supérieure, son école d'ingénieur à Paris, donc je la voyais aussi régulièrement. Et, et puis, je retournais quand même assez fréquemment à cette époque-là à La Réunion, toutes les grandes vacances. Et donc, j'ai toujours eu le soutien de ma famille, assez, peut-être, ça peut paraître assez paradoxal, mais même si il y avait la distance, mes parents, ma mère en particulier, a toujours occupé une place très très prégnante dans ma vie, très quotidienne en réalité. Mmh. D'accord. OK. Et alors, en vrai, j'essaie de trouver les bons mots, désolée. Bah, je trouve ça assez étonnant à quel point tu as l'air, en tout cas, de t'être bien intégré très rapidement. Ça s'est fait, en fait, de façon très fluide. Heu, Est-ce que il y avait d'autres Réunionnais qui étaient avec toi aussi ou? Non, pas d'autres Réunionnais. C- c'est vrai que de manière assez étonnante, je crois, on me dit souvent, parce que je cumule quelques casquettes qui pourraient être source de différenciation. Je suis en situation de handicap, ultramarin et issu d'un milieu modeste, alors que maintenant j'évolue plutôt, et à la fac notamment, j'étais à l'université Paris 2 et à SAS qui, de par sa situation, réunit plutôt des personnes de milieux plutôt favorisés. Et donc je cumule un peu toutes ces différenciations, on pourrait dire. Si je devais faire une hiérarchie en disant laquelle me semble être la plus grande source de différence, je crois que la barrière du milieu socio-culturel est plus importante, en fait, que celle qui pourrait résulter de la situation de handicap ou de la situation de personnes provenant d'un territoire éloigné. Je pense qu'il est plus inimaginable pour un petit garçon ou une petite fille du village où j'ai grandi de se dire je vais être avocat à Paris que pour une personne déficiente visuelle d'imaginer être avocat. Il y a plus dans l'imaginaire collectif d'avocats déficients visuels que d'avocats d'un petit village de La Réunion. Voilà, donc les représentations sociales, en réalité, je crois, entravent davantage
la mixité que les autres sources de différences que je connais moi, qui sont la situation de handicap et l'éloignement, enfin l'origine ultramarine. Mmh. OK. Est-ce que tu rentrais souvent quand tu venais d'arriver? Tu rentrais souvent en Réunion? Tu en avais Ouais, long? assez souvent, ouais, tous les 6 mois ou tous les ans à peu près, j'étais à la Réunion. Donc tu développais pas vraiment non plus aussi, c'est un peu ce mal du pays, Mm, mm. Alors forcément, quand on a 14-15 ans, vous savez, la mémoire est un peu sélective. Donc quand j'y repense à 20 ans de distance, il n'y a que les moments les plus notables qui me reviennent. Et forcément, j'oublie peut-être les moments un peu de blues, comme on a sans doute tous, où bah, la famille vous manque un peu, vous êtes un week-end à Paris. C'est un week-end automnal où il fait pas très beau, etc. Vous avez envie sans doute d'être à un autre endroit, mais donc ça m'est sans doute arrivé, mais de manière globale, pas tant que ça. Ma famille me manquait, mais je me suis jamais senti avoir eu ce sentiment de déracinement parce que j'avais toujours ce contact très proche avec ma famille, très quotidien, et que j'arrivais à combiner en étant pleinement également intégré dans ma vie métropolitaine. Et c'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe, mais parce que j'étais en internat et que c'était pas tellement possible, euh, comme je suis arrivé au lycée et pas aux études supérieures, j'ai pas eu ce réflexe de tout de suite me dire il faut que je rencontre d'autres Réunionnais, que je participe au groupe. Voilà, c'était moins. Et donc je me suis fait très tôt des amis qui, bah, eux, étaient métropolitains parce que c'était mes copains de classe, mes copains de lycée, mais donc mes copains du foot. Et donc je me suis construit assez rapidement en réalité un environnement d'amitié et de proches dans le territoire parisien. OK. Est-ce que tu dirais, même si tu dis que c'est pas dans ta personnalité, que tu as quand même eu des gros obstacles qui se sont mis, sur ton chemin, que ça soit, tu disais pas vraiment par rapport au handicap ou même à l'origine, mais plus, socio-culturellement parlant? Des gros obstacles, je crois pas. Moi, j'ai toujours plutôt reçu beaucoup de soutien. En vrai, je dois dire, c'est à chaque fois que j'ai voulu entreprendre quelque chose, il y avait toujours des mains sur mon chemin pour me pousser, pour m'accompagner, pour m'aider. Donc, plus dans ce sens-là. Non, c'est vrai qu'en revanche, il y a la nécessité d'apprendre certains codes quand on appelle ça un transfert de classe, transfuge de classe maintenant. Donc, je reprends ce terme à mon compte, mais euh, pour donner un exemple, la première fois où j'entre dans un master 2, donc je suis pris dans un master 2 à Paris 2, de droit des affaires et fiscalité. Et dans ce master-là, la première semaine, on fait la visite parce que c'est un master très installé, etc. On fait la visite des grands cabinets de la place de Paris qui nous reçoivent tous pour des petits déjeuners et pour, grosso modo, faire la vente, la promotion de leur institution en se disant on va séduire les prochains talents pour qu'ils viennent chez nous, donc ils nous accueillent. Et la professeure qui gérait ce master-là à l'époque a fait une chose que j'ai trouvée très intéressante et remarquable, c'est qu'elle nous a dit comment il fallait qu'on s'habille. Alors ça peut paraître très, très descendant comme manière de faire, un peu peut-être dictatorial, mais c'était pas du tout l'idée de la démarche. C'était de se dire, parce qu'il y avait une mixité dans ce master, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cet univers et qui n'auront pas les bons codes pour s'habiller de la bonne manière. Donc elle nous a dit, bah, vous venez les garçons comme ça, les filles comme ça, etc. Et j'ai trouvé ça très utile parce que euh, vous pouvez, des premières impressions comptent beaucoup dans ce type de milieu, dans tous les milieux d'ailleurs, et vous pouvez très vite vous écarter de la course parce que vous n'auriez pas appliqué les bons codes, notamment vestimentaires. Et donc, voilà, ça fait partie de ces obstacles qui, si vous n'avez pas des gens assez lucides et assez bienveillants pour vous aider à les passer, peuvent être des obstacles dirimants. Ouais, difficile à surmonter quand on n'est pas informé, en fait. Et surtout par rapport à ça. Et avant de reparler aussi de tout ce qui est cécifoot et ton parcours par rapport au cécifoot, on dit parfois,
que quand on vient d'outre-mer, quand on arrive en métropole, il faut souvent travailler beaucoup plus, scolairement parlant, mais peut-être aussi personnellement. Est-ce que et toi, tu as ressenti un écart par rapport à ça, de devoir plus travailler que les autres parce que tu pas grandi en métropole? Euh, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais c'est vrai que moi, je ne connais pas de réussite sans travail. Je fais pas partie de ces gens, en tout cas, je crois pas faire partie de ces gens qui, ni dans le sport, ni dans mon métier, ont pu se dire un jour, j'ai suffisamment de talent pour ne pas travailler. D'abord, je crois que c'est une erreur, même quand on a du talent. Il faut s'astreindre au travail. Le sport le montre assez. Je pense que c'est pareil dans la vie professionnelle. Et donc, j'ai pas ressenti d'écart, mais en revanche, j'ai toujours cru en la vertu du travail. Le travail, c'est assez formidable parce que quand vous réussissez, vous vous dites, bah, c'est grâce à mon travail, donc ça vient récompenser les efforts que vous avez faits. Et quand vous ne réussissez pas au niveau où vous pensez devoir réussir, au niveau espéré, eh bien, vous vous consolez en disant, bah, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai travaillé suffisamment. Et donc, il n'y a pas de regret. Et donc, le travail a cette vertu un peu consolatrice, je trouve. Donc, je crois qu'on gagne toujours à travailler. Et c'est pour ça que moi, c'est un peu la manière dont je fonctionne, en me disant, eh bien, je travaille euh, pour atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé, que ce soit dans les études, dans le sport, des domaines qui m'intéressent, qui me passionnent. Et donc, en réalité, c'est c'est du travail qui est assez différent d'un travail contraignant qui nous intéresse pas, qui nous plaît pas. Moi, je fais des choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Donc, en réalité, c'est un travail qui est plutôt agréable la plupart du temps. Évidemment, il y a des moments moins agréables que d'autres, mais globalement, je n'ai pas l'impression d'être dans la souffrance quand je travaille. Et justement, parlant de passion, à côté de tout ça, il y a le cécifoot, ton installation, et cetera. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir faire le cécifoot, les études, et cetera? Alors, j'ai commencé le CSI en équipe de France en 2006, il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, il était à peu près acquis que je ne pourrais pas vivre de cette discipline. Même si j'étais en équipe de France, je fais ma première Coupe du Monde en 2006. Et donc, c'était déjà le haut niveau. Mais j'avais déjà une conscience assez claire, assez aiguë du fait que ce ne serait pas professionnel. Et donc, il s'est imposé à moi le fait que je devais en parallèle continuer mes études. Et donc, en essayant de trouver plus ou moins les adaptations. Alors, c'était une organisation parce qu'il fallait que j'aille aux entraînements et en cours. Des fois, je demandais à des amis de m'enregistrer les cours pour pouvoir les réécouter parce que j'avais du mal à. Je trouve que les prises de notes, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, j'avais beaucoup de mal à me satisfaire des notes des autres. Je ne comprenais pas très bien. Donc, j'avais besoin d'entendre le cours dans son entier. Et donc, voilà, j'ai des souvenirs de vacances de Noël où je rattrapais pendant 12 heures par jour, pendant toutes les vacances, les cours auxquels je n'avais pas assisté. Mais encore une fois, c'était évidemment une contrainte, mais c'était aussi un plaisir parce que j'étais intéressé par les sujets d'études que j'avais. Et en parallèle, voilà, je mettais en place des petits stratagèmes. euh, quand j'avais une compétition plutôt au second semestre, eh bien, le premier semestre, j'essayais d'avoir le plus de points possible d'avance pour avoir le plus de, de légèreté, de facilité au second semestre pour aller m'entraîner, etc. Donc, c'était de l'organisation pour essayer de combiner les deux avec la contrepartie à ça, c'est quasiment à ne jamais avoir de vacances. Quand c'était les vacances d'été, les vacances universitaires, j'allais m'entraîner en camp de préparation. Quand j'étais en pause du foot, je profitais pour avancer sur les cours. Voilà, donc c'était une petite gymnastique d'organisation, mais je garde plutôt de ces années que des bons souvenirs en réalité. Et donc, toute une organisation, hein, à trouver, qui porte ses fruits. En tout cas, aujourd'hui, on peut le voir. Il y a le Cécifoot Club de Bondy qui est créé en 2020 et que tu rejoins à sa création, c'est ça? Oui, on l'a créé ensemble avec le président. Enfin, moi, j'étais plutôt en soutien. Le président et l'entraîneur actuel qui l'ont créé avec une vraie
particularité de ce club qui nous tenait à cœur, c'est que c'est un club de cécifoot créé pour du cécifoot à la base, qui a créé des sections de foot féminin et de foot masculin valides ensuite. Donc, dans cette idée un peu d'inclusion inversée, en se disant que l'inclusion, c'est pas forcément les gentilles personnes qui ne sont pas en situation de handicap qui accueillent des personnes en situation de handicap, et ça peut être aussi l'inverse. Voilà. Donc, on avait à cœur de créer ce projet un peu précurseur. D'accord. Et comment est-ce que, quand vous lancez le projet, est-ce que ça prend directement? Comment est-ce que les gens y réagissent un petit peu? Parce que les clubs qui sont très axés vers l'inclusion, il n'y en a pas beaucoup en fait aujourd'hui encore. Non, c'est vrai. Alors, c'est d'abord un club qu'on a créé par le CCFoot, par le biais du CCFoot. Donc, il y avait la création de cette équipe qui a assez vite marché, puisqu'on était un petit groupe d'amis qui avons ensemble créé ce club, un groupe de joueurs. Et très vite, on a lancé donc ces sections féminines d'abord, et qui aujourd'hui ont un très beau succès parce que c'est du futsal féminin dans lequel on a au moins 2 joueuses qui ont été appelées en équipe de France aujourd'hui, qui comptent une quarantaine, je crois, maintenant de joueuses, donc avec 2 équipes, donc un vrai succès. Et aussi le succès qu'on essaie de construire, qu'on essaie de pérenniser, c'est d'entretenir le lien avec les équipes, entre les équipes de cécifoot et des équipes de futsal féminines, etc., en créant des moments d'échange pour que ce soit vraiment, on ait le sentiment d'appartenir à un même club et qu'on se dise que ce qui nous réunit, c'est la passion commune qu'on a, elle et nous, pour le foot, de manière globale. Ok. Aujourd'hui, il y a combien de membres dans le club? Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être à une soixantaine 70 peut-être joueurs, ouais, et joueuses. C'est toujours autant une gymnastique pour pouvoir allier ça avec le travail, etc. Aujourd'hui, plus qu'hier, parce que effectivement, j'ai eu la bonne idée, comme tu le disais en introduction, d'ajouter à ma vie les fonctions de président de la fédération. Et donc, pour être totalement concret, aujourd'hui, entre les fonctions de président et mon métier d'avocat, je n'ai pas encore trouvé la fenêtre pour aller aux entraînements. Donc, je continue à jouer à quelques week-ends de championnat, mais c'est vrai que j'ai plus le temps matériellement d'aller aux entraînements. Mhm. C'est quand même deux fonctions qui se ressemblent un petit peu, le fait d'être président d'une fédération de handisport et en même temps le métier d'avocat. Il y a toujours un petit peu cette notion d'égalité, de vouloir remettre les choses un petit peu à leur place pour tout le monde, non? Ouais, vous avez raison, il y a des similitudes. Tu as raison, il y a des similitudes, effectivement. Euh, Métier assez similaire, et en même temps, il y a des choses effectivement assez différentes, en tout cas dans la manière de le faire. D'abord, il y en a un qui est ma profession, dans lequel je me suis formé, et un autre que j'apprends au fil de l'eau. Il y a une dimension managériale plus importante dans la fonction de président. Et l'idée qui est qu'il faut que je crée, je peux avoir un programme politique, je peux avoir de l'ambition, de l'intuition, mais il faut que j'arrive à créer un engouement collectif autour de ce projet pour entraîner les gens, les salariés de la fédération, les professionnels de la fédération, mais également tous les clubs, tous les comités que je dois convaincre avec qui on doit co-construire le projet pour qu'ils y adhèrent et pour qu'ils le mettent en œuvre ensuite. Donc, il y a une dimension d'animation collective qui est un peu moins présente dans mon métier d'avocat, dans lequel les clients viennent, ils nous consultent sur des sujets précis, on fournit une consultation, un conseil. Le cas échéant, quand on est un avocat un peu senior, on peut être amené à manager une ou deux personnes, mais voilà, l'essence du métier est un petit peu différente. Par contre, on retrouve euh, des choses qui, moi, me sont très utiles dans ma fonction de président, euh, la capacité à raisonner, la capacité à gérer la pression, la capacité à prendre des décisions et essayant d'être le plus raisonné possible. Évidemment, ce sont des points très communs entre ces deux métiers que j'exerce.
J'aimerais bien faire une parenthèse aussi sur les, le sacre de l'équipe de foot paralympique en 2024. L'expérience, comment tu la vis, toi? Alors, ben, l'expérience, elle est incroyable. D'abord, j'ai eu la chance de vivre 3 Jeux paralympiques. Une fois à Londres, où on gagne une médaille d'argent. Une fois à Tokyo, où on finit dernier des Jeux. Et à Paris, où on gagne les Jeux. Et force est de constater que les Jeux à domicile et a fortiori avec une médaille d'or, ça a cette saveur toute particulière. Difficile de faire mieux quand même. Difficile effectivement de faire mieux en plus contre l'Argentine, qui sont devenus nos ennemis préférés sur le terrain évidemment, et puis au pied de la Tour Eiffel. Donc tous les ingrédients en fait étaient réunis pour que ce soit un moment extraordinaire. Mais ce qui est encore plus fabuleux, deux choses rendent cette expérience encore plus fabuleuse. La première, c'est que euh, on nous avait affaire à une équipe très modeste, très humble. On est venu avec l'ambition de gagner, mais avec beaucoup d'humilité, en se disant on n'est pas du tout les meilleurs, on n'est pas favoris. Par contre, on pense qu'on a un espace pour gagner, mais on n'avait pas spéculé, on n'avait pas imaginé gagner. Donc ça rend la victoire encore plus belle quand euh, vous n'avez pas déjà vécu dans votre tête. Et personne n'aurait été en mesure, même si nous avait demandé de décrire notre scénario idéal, aucun des joueurs n'aurait imaginé qu'on aurait l'opportunité de gagner face à l'Argentine au pied de la Tour Eiffel, l'avant-dernier jour des Jeux, qui donne un relief encore plus particulier au moment. Donc voilà, la vie a eu plus d'imagination que tout ce qu'on nous-mêmes on aurait pu avoir. Et l'autre point qui rend la chose encore plus incroyable pour nous, encore plus forte en émotion, c'est que je vous racontais tout à l'heure mes débuts au Cécifoot en 2004. Quand j'arrive à l'Institut national des jeunes aveugles, je débute mon premier entraînement un début septembre 2004 avec deux autres joueurs qui eux aussi font leur quasi premier entraînement. Et 20 ans après, on se retrouve tous les trois au pied de la Tour Eiffel à recevoir l'un à côté de l'autre notre médaille d'or. Et donc voilà, c'est dire que c'est des histoires humaines aussi derrière tout ça. 20 ans de vie partagée avec un groupe, parce qu'on se connaît quasiment tous depuis une vingtaine d'années. On a grandi ensemble, on a vécu des moments faciles, des beaux moments, des moments plus difficiles hors des terrains et sur les terrains. Et donc ça sublime en fait ce type de victoire que d'avoir des gens avec qui vous avez partagé des choses aussi intenses. De vivre ça avec eux, ça donne un relief évidemment particulier au moment. Et alors après tout ça, tout ce palmarès, tout ce parcours, est-ce que tu as encore d'autres objectifs qui sont à prévoir? Ah, ce qui est très dur quand vous gagnez à domicile les Jeux paralympiques, c'est que d'un point de vue sportif, il est difficile d'imaginer faire mieux. Ça, c'est vrai que... Et pour autant, quand on a la chance, le privilège d'avoir vécu ça, le sport de haut niveau, c'est un petit peu comme une drogue. Tant que votre corps ou le terrain ne vous disent pas tu ne peux plus, on a quand même envie de continuer d'essayer. Et donc, euh, tous les joueurs qui étaient à Paris, alors même qu'avant les Jeux de Paris, ils disaient on va arrêter, tous ont continué. Mais parce qu'on est un peu accro à ce genre d'émotion, même si on sait que ce sera pas pareil, même si on sait que ce sera extrêmement difficile de faire aussi bien, bah, l'objectif, c'est là pour les prochains championnats d'Europe qui se tiendront à Strasbourg, c'est d'aller gagner et c'est ensuite de se qualifier donc pour les Jeux de Los Angeles et pourquoi pas là-bas essayer de nouveau de vivre de beaux moments. Donc les objectifs quand on est sportif, ils viennent immédiatement presque le lendemain de la victoire où on se dit c'était tellement bien, on a envie de revivre ça. Ok, super. Et ben en tout cas, moi je trouve que c'est un parcours qui est très admirable. Félicitations. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais clôturer ce podcast avec une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne réunionnaise ou d'outre-mer, justement, qui viendrait ici avec des potentielles barrières mentales ou qui aurait peur tout simplement de venir? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je vais prendre un proverbe, une expression créole que j'aime bien, et je vais la traduire. En réunionnais, ma mère me disait souvent,
pas capable est mort sans essayer. Ça veut dire, celui qui se dit qu'il n'est pas capable, il va mourir avant même d'avoir essayé. Et donc, moi, je crois qu'on doit se donner le droit de réussir et d'échouer. Et c'est parfois ce qu'on se refuse à soi-même, en particulier peut-être dans les territoires ultramarins, on se refuse même le droit d'essayer. Moi, je pense que la première chose, c'est de se dire que des gens qui échouent, il y en a plein, ils sont pas tous ultramarins, ils sont pas tous de milieux sociaux défavorisés. Il y a des gens, j'ai fait mes années de droit à l'université Paris 2, à Assas, comme je disais, plutôt des gens qui viennent de milieux favorisés. Il y en a plein qui n'ont pas réussi, ils viennent pas de milieux favorisés, ils viennent de pas de milieux défavorisés, pardon. Donc ça arrive, l'échec, il arrive à tout le monde. En revanche, ce qui est sûr, c'est si on n'essaie pas, si on ne se donne pas le droit de réussir, on échoue nécessairement. Donc, moi, c'est le principal message que j'ai envie de faire passer, c'est on a tout autant le droit d'essayer que les autres. Super. Merci beaucoup pour ce conseil. Et merci encore d'avoir répondu à l'invitation, Gaël. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Mon Horizon. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.